allons commencer par Robert Ophèle, Banque de France, le garant de certaines sécurités prudentielles, si on peut dire. Donc il est clair que le défi, c'est bien celui du financement de l'économie. C'est le financement de l'économie qui doit faire face à ce qu'on appelle la désintermédiation, c'est-à-dire un rôle différent des banques, d'autres acteurs qui vont émerger. Certains pensent que cette diversification des sources de financement est bonne. D'autres pensent que derrière cette diversification, il y a aussi des risques. Donc, Robert, quel est un peu le panorama, quelle est sur cette ligne de crête la manière de rester en équilibre sans tomber ni d'un côté ni de l'autre? C'est pas parce qu'on a des financements qu'on a de la croissance. On a en Europe des pays qui sont en croissance, d'autres qui sont en stagnation, d'autres qui sont en récession. On a des pays où l'endettement progresse et d'autres où il diminue. Et il n'y a pas un équilibre harmonieux entre ces situations. La France est un pays en gros en stagnation puisque depuis 3 ans on a une croissance trimestrielle en moyenne de plus 0,1, donc c'est ce que j'appelle la stagnation, et nous sommes le pays probablement le pays développé dans lequel l'endettement augmente le plus rapidement. Il augmente pour tout le monde et il augmente en particulier, c'est connu pour le secteur public, mais il augmente très fortement pour le secteur privé, pour les ménages et pour les entreprises non financières. Les entreprises non financières, l'endettement augmente en gros entre 4 et 4,5% par an depuis plusieurs années et les chiffres actuels sont ceux-là. Et les ménages, c'est un peu moins de 3% d'augmentation de l'endettement en rythme annuel. Nous sommes le seul pays développé dans lequel l'endettement privé augmente en pourcentage du PIB. Et pourtant, notre croissance est parmi la plus faible de ces pays développés quand on regarde aujourd'hui. Donc c'est pas parce qu'on a des financements qu'on a de la croissance. Et on peut avoir de la croissance sans beaucoup de financement, de croissance de financement. L'Espagne, qui redémarre assez fortement actuellement, a toujours des crédits aux entreprises qui ont diminué de 25% en 2 ans, hein, à peu près. Faut avoir cela en tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des financements qui sont absorbés par des effets prix, à la hausse ou à la baisse, et puis il y a des financements qui vont vers des opérations à l'étranger. Et quand on regarde la situation de la France, je dis l'endettement privé augmente fortement et l'investissement privé diminue fortement. Si on regarde par rapport à la situation du pic juste avant crise, on est sur l'endettement privé environ 12,5% en volume, inférieur à ce que nous étions en fin 2007, début 2008. 12,5%, ça veut dire qu'il manque 50 milliards d'investissement privé, je ne parle pas d'investissement public, privé, par an, pour retrouver le niveau d'avant-crise. 50 milliards. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut trouver 50 milliards d'endettement. Il y a d'autres manières de financer, il y a des fonds propres, il y a des marges, il y a beaucoup de facteurs qui jouent, mais aujourd'hui, malgré nos 4,5% de croissance de l'endettement des entreprises, malgré nos 3% par an d'augmentation d'endettement des ménages, l'investissement privé, on est 50 milliards en dessous, au rythme annuel, de ce que nous avions avant la crise. Ça, c'est pas un élément très rassurant, mais c'est dire que le financement n'est certainement pas la seule clé pour débloquer tout ça. Le deuxième facteur, c'est que les financements sont actuellement en train les circuits sont en train d'être les cartes sont en train d'être rebattues. On a la conjonction inédite de 3 facteurs majeurs. D'abord, une avalanche réglementaire. Ensuite, une rupture technologique, rupture numérique, et un environnement de taux extrêmement bas. Et ces 3 facteurs sont des facteurs structurels.
c'est-à-dire que l'avalanche réglementaire, on n'est pas encore au bout, et il touche tout le monde. Il conduit mécaniquement à limiter la taille des établissements de crédit, des banques, à limiter leur capacité à porter des crédits de façon importante. Et c'est volontaire, parce que si on veut qu'une banque puisse être mise en résolution, eh bien, il faut que sa résolution n'arrête pas le financement de l'économie de façon importante. Au même moment, on décloisonne beaucoup de choses, on autorise les assureurs à porter des actifs beaucoup plus diversifiés, et AIFM, par exemple, développe les investissements alternatifs avec un passeport européen. Ça, c'est une avalanche réglementaire on est en cours. Le deuxième, c'est la rupture technologique. On a l'impression maintenant qu'on peut faire des plateformes de marché qui mettent directement en rapport des investisseurs et des gens qui cherchent un financement. Et donc, on peut complètement squeezer le système bancaire traditionnel. Ça veut dire que si le système bancaire veut garder sa place, il faut qu'il ait une vraie valeur ajoutée, parce qu'il y a des circuits nouveaux avec cette rupture technologique qui se met en place. L'environnement de Toba, lui aussi, pousse à une désintermédiation, parce que l'intermédiation bancaire, qui quelque part aujourd'hui, et c'est voulu, est fondée sur une ressource de clientèle de détail qui est la plus stable fondamentalement, et qui permet de gérer au mieux la transformation bancaire, dans un environnement de taux très bas, la ressource de la clientèle de détail, c'est une ressource qui devient extraordinairement chère. Extraordinairement chère parce qu'évidemment, son coût, qui est à peu près fixe, dégage une marge significative quand les taux sont un peu élevés. Quand les taux sont très bas, la marge devient très faible, ça ne devient que des coûts fixes. Et on a même l'impossibilité pour la clientèle de détail de passer dans des taux négatifs, comme on pourrait théoriquement le faire pour des gros déposants. Pourquoi ? Parce que la clientèle de détail, à tout moment, elle a une alternative formidable, je suis là pour le dire, c'est le billet. Le billet qui, lui, par construction, n'a pas de taux négatif. Donc on est dans un environnement de taux bas qui pénalise un peu l'intermédiation bancaire, et qui, pour les investisseurs, conduit à une recherche de rendement. Et évidemment, l'investissement direct des intermédiaires peut souvent permettre de capter un rendement plus important, puisqu'on n'a pas payé de marge d'intermédiation bancaire. Donc tous les ingrédients sont là pour favoriser une désintermédiation massive. On y reviendra tout à l'heure. Mon message, c'est que naturellement, en tant que banquier central, membre d'autorités de supervision diverses et variées, cette désintermédiation massive, il faut l'accompagner au plus près pour éviter les débordements ou les erreurs terribles qui peuvent pénaliser tout le monde. Une désintermédiation, c'est les emprunteurs. Lorsqu'un emprunteur a des problèmes, c'est toujours beaucoup plus difficile de renégocier des conditions lorsque sa dette est quelque part dans le marché. Ce n'est pas une dette bancaire bilatérale qu'on peut renégocier avec son banquier habituel. Donc en cas de problème, c'est plus difficile à gérer. Pour les investisseurs, il y a l'analyse du risque qui n'est absolument pas intermédiée par le système bancaire. Et on a également une asymétrie d'informations potentielle très forte avec le système bancaire qui tient les comptes courants des personnes endettées. Et donc il y a un certain nombre d'encadrements à mettre en place pour accompagner cette désintermédiation. On le verra peut-être, qui dans mon esprit n'a de sens que si elle se fait avec le système bancaire et pas contre le système bancaire.